Heureuse de vous retrouver à cette nouvelle page de l'actualité environnementale de ce lundi 6 novembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. L'apothéose du projet Pivot Forum Vert, organisé par la Fondation Victoire Flowers, a eu lieu vendredi 3 novembre dernier à la Maison des Jeunes d'Amandaoumé à Lomé. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour. Le compte rendu dans ce journal. Face à l'érosion côtière qui impacte négativement les écosystèmes marins du Togo, la FAO a procédé à la sensibilisation des pêcheurs de la localité de Davier sur le recyclage des déchets plastiques sur les côtes. Et puis 46 millions de professionnels de santé à travers le monde demandent l'abandon des combustibles fossiles à cause des décès prématurés dus à la pollution de l'air. C'étaient les titres. Bienvenue. Le projet Pivot Forum Vert, lancé depuis 2021, a connu son apothéose le vendredi 3 novembre 2023 à la Maison des Jeunes d'Amandaoumé. L'objectif de ce projet pilote de la Fondation Victoire Flowers est de protéger les espaces verts du Togo et de renforcer la couverture végétale, forestière et paysagère. Le compte rendu dans ce reportage avec les images de Emika Gatier. Je déclare ouvert la tenue de présentation du bilan de la phase pilote du projet Pivot. C'est sur ces mots d'ouverture du représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Komla Aounian, que la cérémonie d'ouverture du projet pilote Pivot Forum Vert a été lancée. Après 2 ans de mise en route, ce projet vise à lutter contre les effets du changement climatique avec la mise en place et la protection des espaces verts au Togo. En effet, les espaces verts sont très importants dans la lutte contre la pollution et la protection de la biodiversité. Au cours de cette cérémonie, Victoire Ablessé, promotrice de ce projet, a tenu à rappeler le rôle de la préservation du couvert végétal. Selon elle, ces espaces aménagés sont d'ordre social, environnemental et esthétique. Le maire de la commune Golf 5, Abouka Kosiak Benigan, présent à cette cérémonie d'ouverture, a relevé l'importance de planter les arbres. Et nous remercions d'abord le gouvernement qui s'engage pour donner à notre population tout ce qui comporte le verre. Nous voulons féliciter d'abord le promoteur de ce projet Pivot Forum Vert pour son engagement pour l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, le Togo s'est engagé dans une politique environnementale et la jeunesse togolaise également est dans cette dynamique pour accompagner le gouvernement à faire du Togo un pays vert. Et c'est une occasion de saluer et d'inviter toute la jeunesse togolaise, tous ceux qui sont dans le vert, à contribuer beaucoup afin que notre espace soit vraiment un bon environnement. Vous savez, lorsque nous plantons, nous avons plusieurs bénéfices. D'abord, l'environnement ne sera pas pollué. Lorsque nous plantons des arbres, là également, nous donnons une belle image à nos villes, à nos communes. Et lorsque nous plantons, nous avons également gratuitement de l'oxygène que nous avons dans l'atmosphère. Et donc, c'est tellement important de planter des arbres. Ce projet pilote a été mis en place avec plusieurs objectifs visés. Les indicateurs de motivation pour cette initiative, nous dirons qu'aujourd'hui l'enjeu environnemental est très grand. Donc il faut arriver à innover, à apporter des nouvelles stratégies de protection de l'environnement. Et donc de là, ce projet, nous avons dit la promotion des espaces verts. Et ça a essentiellement 3 critères de pertinence. Premièrement, du point de vue écologique, parce que les espaces verts protègent l'environnement. Ensuite, du point de vue de l'aménagement du territoire, parce que ça contribue à aménager les territoires pour que nous ayons une ville
verte et durable. Et en troisième position, comme critère de pertinence toujours, nous avons l'économie verte, parce que les espaces verts créent de l'emploi vert aux jeunes. Nous avons eu 4 objectifs spécifiques durant ce projet. Au niveau du premier objectif qui est de renforcer le couvert végétal et forestier, nous avons eu à planter, à faire des opérations de reboisement. Nous avons aussi eu à créer un espace vert en collaboration avec la mairie Golf 5. Le second objectif, c'est promouvoir l'économie verte auprès des jeunes. Nous avons eu à former 11 jeunes au Centre national de semences forestières de Davie en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et en troisième position, comme objectif, nous avons eu aussi à renforcer l'éducation environnementale. Au niveau du quatrième objectif, nous avons eu à renforcer le cadre organisationnel des horticulteurs du Togo. Je dirais satisfaction, nous sommes à plus de 85% d'atteinte des objectifs. Sur ce projet, au total, 11 candidats ont été formés sur les espèces des ressources forestières et végétales. Ces derniers ont reçu leur attestation de fin de formation au cours de la cérémonie. Ces bénéficiaires ont manifesté leur satisfaction. C'était une belle formation. Déjà, même qu'il y a un souci d'entrepreneuriat pour pouvoir entreprendre dans le métier de l'horticulture, surtout dans ce temps-là où tout le monde est en train de se chercher un boulot. Et aussi, comme acquis, nous avons appris comment faire la production des espèces végétales, c'est-à-dire comment prendre la graine et transformer ça jusqu'à l'arbre et pouvoir planter maintenant ça en forêt. Et pour le reboisement aussi, ça favorise le reboisement et favoriser la restauration des espaces verts qui sont en dégradation pour faire face au changement climatique et restaurer aussi les forêts face aux problèmes environnementaux dont fait face la planète actuellement. Cette formation nous a permis de sortir un peu de notre zone de confort. Certes, le projet PEVOD Forum Vert a connu son apothéose, mais une transition est envisagée pour appuyer les activités primaires mises en place. Un tour au parc Fazao Malfakassa dans la zone septentrionale du Togo. Ce parc est le plus grand du Togo et riche en plusieurs espèces animales et végétales. Pour mieux renforcer le contrôle et la surveillance du site, le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières dote les éco-gardes d'équipements. Selon les statistiques, le parc Fazao Malfakassa attire des centaines de visiteurs par an. Rafitou Mbirikou nous en parle. D'une superficie de 192 000 hectares, le parc national Fazao Malfakassa est un sanctuaire d'oiseaux, de primates, de reptiles et d'autres curiosités fauniques. Il est situé dans la région de la Kara et la région centrale du Togo. Fazao Malfakassa est le plus grand des 3 parcs nationaux du Togo, les 2 autres étant le parc national de la Kéran et le parc national de la Fosse aux Lions. Le parc national Fazao Malfakassa regorge également de belles galeries forestières et de plaines fertiles colonisées par de nombreuses espèces végétales réputées pour leur arôme agréable sous lequel on voit déambuler des buffles, des éléphants, des antilopes, des bubables, des corbes et des phacochères. Géré par la Fondation Franz Weber, il s'ouvre pour les visites pendant la saison sèche de novembre à avril. Il est inscrit dans la section centrale des monts Togo qui octroie à l'air la variabilité du relief et des cours d'eau, de la végétation et la distribution de la faune. Les résultats du dernier inventaire floristique et faunique de 2013 à 2021 montrent la diversité des habitants, la richesse spécifique et le bon état de conservation globale du parc. Les zones actuellement mises en culture par les populations riveraines du parc représentent 14,8%. En septembre dernier, l'Union internationale pour la conservation de la nature a investi 110 millions de francs CFA dans la conservation du parc. Ceci à travers le projet Gestion durable du parc Fazao Malfakassa et amélioration des revenus des populations riveraines. C'est un projet lancé à Sokodé en début du mois de septembre. D'un coût total de 130 millions de francs CFA, le projet sera exécuté sur 18 mois. Il a pour objectif de renforcer la surveillance des ressources naturelles ou encore l'élevage pour contrer le braconnage.
Il vise également à réduire la consommation de bois énergétique et à encourager les activités économiques viables avec un impact minime sur le parc. Cette initiative verte est portée sur le terrain par l'ONG Gestion de l'environnement et valorisation des produits agro-pastoraux forestiers GEVAPAF. Dans cette dynamique, il a été remis par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foli Bazi des matériels de contrôle et de surveillance du parc. Il s'agit notamment de 12 motos tout-terrain ainsi que leurs accessoires et 15 smartphones aux responsables du parc. Par cet outil, l'ONG GEVAPAF entend accompagner les efforts du gouvernement dans sa politique de gestion durable du parc Fazao Malfa Kassa et l'amélioration des revenus des populations riveraines. Ces matériels vont servir aux éco-gardes repartis dans les 10 brigades forestières du parc pour renforcer la surveillance du plus grand patrimoine forestier national. La flore du parc national Fazao Malfa Kassa rend compte de l'intérêt particulier dans la conservation de la diversité biologique au plan national, se traduisant par la présence d'espèces vulnérables et presque menacées selon la liste rouge des espèces de l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'où la nécessité de renforcer le contrôle et la surveillance du site. Face à l'érosion côtière qui inquiète jour après jour la santé financière et les écosystèmes marins du Togo, quelques 20 pêcheurs de la ville de Davié ont été sensibilisés récemment sur le recyclage des déchets plastiques dont la majorité finissent sur le littoral. L'objectif global est de sensibiliser la communauté de pêcheurs sur les effets nocifs des déchets plastiques marins et de former en particulier les femmes aux activités génératrices de revenus liées au recyclage de ces déchets. Alessandra Dekombi. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO vient d'achever un atelier de formation de 3 jours dédié aux communautés des pêcheurs dans le sud du Togo. L'initiative menée dans la ville de Davié, située à 50 km de Lomé, avait pour objectif la sensibilisation et la formation de vrais apprenants au recyclage des déchets plastiques en mer. C'est que les emballages non biodégradables utilisés par les riverains et les entreprises portuaires finissent au milieu des plages et atteignent les profondeurs de l'océan. Un phénomène qui prend de l'ampleur au profil des années et affecte la santé des écosystèmes marins. Cette formation s'inscrit dans le cadre du partenariat mondial Gloliter entre la FAO, le gouvernement norvégien et l'OMI. Il vise à prévenir et à réduire la présence de déchets marins dans les États insulaires, en développement et les pays moins avancés. À noter que jusqu'à 6,9 millions de tonnes de déchets plastiques ont été rejetés dans les 17 pays côtiers d'Afrique de l'Ouest en 2018, selon le programme de la gestion du littoral ouest-africain WACA, soutenu par la Banque mondiale. L'économie circulaire revient à chaque fois dans la liste des solutions préconisées à l'échelle mondiale pour résorber la crise du plastique, y compris dans les milieux marins. D'aucuns misent plutôt sur le durcissement des tests juridiques en matière de protection de l'environnement. Pour l'heure, l'accord international visant la fin de la pollution plastique est toujours en cours d'élaboration par un comité intergouvernemental de négociation. Il devrait entrer en vigueur d'ici à 2024 avec le but d'encadrer l'ensemble du cycle de vie du plastique, notamment sa production, son utilisation et son élimination. Le district autonome du Grand Lomé d'Aigle mise sur l'innovation pour réduire la mise en décharge des déchets ménagers dans le Grand Lomé. Les entrepreneurs ou entreprises intéressées ont jusqu'au 15 janvier 2024 pour répondre à l'appel à projet lancé récemment par le DAGL. Alessandra Adekombi nous fait le point. Le district autonome du Grand Lomé DHL, l'entité territoriale qui couvre la ville de Lomé et ses communes environnantes, est à la recherche de solutions de valorisation susceptibles de réduire la quantité de déchets transférés au centre d'enfouissement technique d'Akepe, situé à environ 20 km du centre-ville de Lomé. L'appel à projet qui se referme le 15 janvier 2024 s'adresse exclusivement aux jeunes entrepreneurs et entreprises togolaises. Les candidats devront disposer de techniques concrètes pour le recyclage des déchets organiques en de nouveaux produits.
Sur les 190 000 tonnes de déchets organiques produits par an dans le Grand Lomé, le district autonome du Grand Lomé veut valoriser 10 000 tonnes par an. Le district autonome du Grand Lomé génère également 40 000 tonnes de plastique sur les 190 000 tonnes de déchets ménagers produits par an dans le Grand Lomé. L'ambition de l'entité territoriale est de recycler 1000 tonnes de déchets plastiques annuellement. Le même volume de débris de verre sera valorisé sur 5000 tonnes mises en décharge par an. Au moins 50 000 tonnes de déchets métaux seront aussi valorisées sur les 25 000 tonnes produits par an. Le cahier de charge du district autonome du Grand Lomé prévoit aussi la valorisation de 1000 tonnes de papier en carton usagé sur les 10 000 tonnes générées sur les 12 mois. Les produits recyclés seront vendus aux particuliers et ou aux entreprises togolaises. Chaque entreprise intéressée devra prévoir une communication en adéquation avec sa taille pour mettre en valeur l'action menée, mais également le partenariat avec le district autonome du Grand Lomé. Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre de la 3e phase du projet environnemental urbain de Lomé, qui vise notamment l'amélioration de la gestion des déchets solides et l'appui à la gouvernance du district autonome du Grand Lomé. Près de la moitié des forêts sacrées du Bénin ont disparu ou ont été réduites. Selon le Cercle pour la sauvegarde des ressources naturelles, cela est dû à l'abattage des arbres et à l'agriculture intensive. Léonce Sabo. Au Bénin, l'ONG Le Cercle pour la sauvegarde des ressources naturelles Césarène essaie de préserver les forêts en collaboration avec les communautés. Elle sensibilise sur l'abattage des arbres et donne des conseils à la population en fabrication de miel et élevage d'escargots. Bienvenu Bossou en est le directeur exécutif. Il explique que la disparition des forêts sacrées est due à l'agriculture intensive causée par la pauvreté étant donné que les populations n'ont pas les moyens d'acheter de l'engrais et ne peuvent pas se procurer du gaz pour l'énergie, d'où l'abattage des arbres. Selon ses remarques, 14% des forêts sacrées ont disparu et 30% en ont été gravement dégradées de 2001 à 2012, signifiant la diminution considérable de leur superficie. Il faut noter que le Bénin, abritant plusieurs forêts sacrées considérées comme des lieux de culte, a vu l'urbanisation les transformer en stations-service. C'est le cas de la forêt d'Avele-Kétézou qui a complètement disparu. Modeste Zinsou, directeur de l'Office régional de tourisme de Ouida, offusqué, déclare que c'est un lieu mythique, une forêt qui n'existe plus. Selon lui, les autorités d'antan ont vu le mal partout, décidant ainsi de les couper pour faire place à une station-service. Face à cette situation, les autorités ont adopté des mesures depuis 2016. Il est donc interdit de couper des arbres sans l'approbation de l'État, d'autant plus que le gouvernement a investi environ 3 milliards de dollars dans les secteurs de la culture et du tourisme, ce qui aiderait indirectement à préserver la forêt. Plus que 3 semaines et la conférence des partis sur le climat COP28 s'ouvrira à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Quels sont les 4 enjeux majeurs qui seront au cœur des travaux dans l'État fédéral du Golfe Persique? Les éléments de réponse avec Vivas Amana. À moins d'un mois du grand rendez-vous en heure sur le climat, les grands axes se définissent un peu plus. Parmi les grands sujets qui seront débattus lors de la conférence des Paris sur le climat COP28 à Dubaï figurent les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique et les énergies fossiles. 8 ans après l'accord de Paris sur le climat, l'urgence climatique frappe plus que jamais à la porte et les États devront accroître leur ambition pour rectifier le tir. Déjà en 2015 à Paris, les États se sont engagés à limiter la hausse de la température si possible à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ceci passe préalablement par l'abandon des énergies fossiles, mais sur ce point, les choses sont loin d'aboutir. La question des énergies renouvelables sera aussi abordée à Dubaï. Sur ce sujet, le président de la COP28, le sultan émirati Al-Jaber, déclare qu'il est impossible d'abandonner le pétrole et le gaz avant d'avoir construit le système énergétique de demain, sauf à risquer un chaos économique mondial. Le financement des énergies renouvelables sera aussi sur la table des discussions. Depuis 2020, la promesse de fournir 100 milliards de dollars par an n'est pas tenue, même si elle est en passe de l'être. Également, les échanges et travaux de la 28e édition de la COP Climat
tableront sur la création d'un fonds destiné à compenser les pertes et dommages des pays victimes du désastre climatique. Ce dernier point est le résultat majeur de la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh l'année dernière en Égypte. Tous ces points complexes seront abordés et des actions concrètes sont attendues à la fin des travaux qui se dérouleront sur plus d'une dizaine de jours, précisément du 30 au 12 décembre prochain dans la première ville de l'État fédéral du Golfe Persique. Parlons toujours de la COP28. 46 millions de professionnels de santé à travers le monde ont signé une lettre pour demander au président de la COP28, le sultan Ahmed El-Jaber, l'abandon des combustibles fossiles. Selon les auteurs de cette lettre, la pollution de l'air est responsable de 7 millions de décès prématurés par an dans le monde. Rafitou Mbirikou nous fait le point dans ce commentaire. La conférence des Nations Unies pour le climat se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain aux Émirats Arabes Unis et pour la première fois, une journée entière sera consacrée à la santé. Mais bien avant cette rencontre internationale, 46,3 millions de professionnels de santé ont adressé mercredi dernier une lettre au président de la COP28, le sultan Ahmed El-Jaber. Dans cette lettre, ces derniers demandent une négociation aboutissant à une accélération de la suppression des combustibles fossiles décisive pour la santé de tous. En finir avec notre dangereuse dépendance aux combustibles fossiles améliorera la santé des générations futures et sauvera des vies, a souligné dans ce courrier notamment signé par l'Association médicale mondiale, la Fédération des associations de santé publique et le Conseil international des infirmières. Ces derniers ont également mis en exergue les conséquences visibles de la pollution sur la santé, à savoir le stress thermique, la malnutrition, l'ancienneté ou encore les maladies respiratoires dues à la pollution de l'air. Ces professionnels de santé signataires font plutôt appel à l'investissement dans les technologies d'énergie propre. Ils exigent aussi l'exclusion des représentants de l'industrie des énergies fossiles des négociations climatiques. La pollution de l'air est responsable de 7 millions de décès prématurés par an dans le monde, selon un chiffre de l'Organisation mondiale de la santé mentionné dans la lettre. Une suppression entière et rapide des énergies fossiles est la meilleure façon de fournir une eau, un air et un environnement propre indispensables pour une bonne santé, ont insisté dans la lettre les auteurs, tout en demandant une transition juste et équitable vers d'autres sources d'énergie. L'accélération des énergies renouvelables doit être plus forte dans les pays en développement, selon un rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA. Ce rapport promeut pour l'Afrique des investissements dans les énergies renouvelables et la réduction de la production des combustibles fossiles. Plus de précision dans ce récit. Les énergies renouvelables doivent progresser plus rapidement dans les pays en développement pour limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère industrielle. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, les capacités d'énergie renouvelable doivent être accrues plus rapidement dans les pays en développement compte tenu de la demande croissante d'électricité et du rôle important des énergies renouvelables pour remédier au déficit significatif d'accès à l'énergie dans ces pays. L'agence en a fait l'une de ses principales recommandations pour tripler d'ici 2030 la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable. Cela permettra de contribuer à limiter le réchauffement climatique conformément à l'objectif fixé par le sultan El-Jaber, président de la COP28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre sous l'égide de l'ONU à Dubaï. Ces mesures devront être complétées par une réduction progressive de la production de combustibles fossiles par l'amélioration, la modernisation et l'extension des infrastructures physiques. Dans cette optique, IRENA plaide pour une réforme de l'architecture financière mondiale qui permettrait de soutenir la transition énergétique de pays de l'hémisphère sud. Les financements liés au climat provenant des banques de développement doivent être accrus et les capitaux publics redirigés du secteur des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Il y a 66 millions d'années, le ciel s'est assombri, plongeant la Terre dans un hiver de 15 ans qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Une étude affirme que c'est la silice soulevée par les astéroïdes,
plutôt que du soufre et de la scie qui avaient bloqué la lumière du soleil. Léonce Sagbo. L'énigme de la disparition des dinosaures s'éclaircit. Il était connu que l'impact d'un astéroïde d'au moins 10 km de diamètre dans l'actuel golfe du Mexique, précisément à Yucatan, il y a 66 millions d'années, avait causé l'extinction des 3/4 du monde vivant, dont les dinosaures. Mais la nature du phénomène provoqué par la météorite Chicxulub restait à débattre. Selon une étude publiée dans Nature Géosciences, la poussière soulevée au moment de l'impact serait à l'origine de l'hiver meurtrier qui a suivi. Une équipe de géoscientifiques de l'Observatoire royal de la Belgique a réexaminé les conséquences et impacts, redonnant du souffle de vie à la théorie antérieure. Elle évoque des fines poussières de silice, du sable pulvérisé qui auraient persisté dans l'atmosphère et obscurci le ciel durant 15 ans. Pour avoir un tel résultat, les chercheurs ont identifié des particules de poussière de 0,8 et 8 micromètres issues de l'impact dans le Dakota du Nord aux USA. Ils les ont déterminées en entrant des données dans des modèles climatiques similaires à ceux utilisés aujourd'hui. Ces simulations ont révélé que sur la quantité de la matière projetée dans l'atmosphère, les 3/4 sont constitués de poussière pour 24% de soufre et 1% de suie. D'après Ozgur Karatekin, co-auteur de l'étude, ces particules de poussière ont complètement empêché la photosynthèse chez les plantes pendant 1 an, entraînant un effondrement catastrophique de la vie. L'obstruction de la lumière solaire a aussi provoqué un refroidissement brutal avec des températures moyennes mondiales qui ont chuté de 34 degrés Celsius, passant de 19 degrés Celsius à moins 15 degrés. C'est la première fois que des simulations paléoclimatiques indiquent une suppression de l'activité photosynthétique pendant 2 ans et un hiver d'impact induit par la poussière pendant 15 à 20 ans, se félicite Sem Berk-Senel, le directeur de l'étude. Le brouillard sur les causes de cet hiver dramatique semble donc se dissiper. Une chose est sûre, les dinosaures ont pris de fatals coups de froid. La tempête Ciarán, annoncée depuis quelques jours par les services météorologiques d'Europe, a enfin frappé la France. Des vagues violentes et des rafles de 200 km/h ont entraîné de nombreux dégâts et causé malheureusement un mort. Voici les images avec le commentaire de Vivas Amana. Des vagues de plus de 10 mètres de hauteur et des rafales de 200 km/h ont balayé l'ouest de la France ce mercredi. D'après Météo France, la tempête Ciarán qui vient de souffler sur la côte ouest de l'Hexagone a entraîné de nombreux dégâts. Au moins 1,2 million de foyers sont privés d'électricité. La violence des vents a causé la mort d'un chauffeur routier dans le département de l'Aisne après qu'un arbre arraché par la tempête est tombé sur son camion. Plus d'une vingtaine de départements sont toujours en vigilance orange le long de la côte nord-ouest du pays et de la Bretagne au nord. Le service français de météorologie a enregistré une vague d'une hauteur impressionnante de 21 mètres à proximité de l'île d'Océan. La douceur de la saison d'automne rend vulnérables les arbres qui sont déracinés par la violence des vents, d'après l'agroclimatologue Serge Zaka. Les chutes d'arbres constituent ainsi l'un des principaux dangers provoqués par la tempête. Et dans cette logique, plusieurs voies de circulation sont bloquées par les chutes d'arbres. Cette situation a poussé les autorités à interdire la circulation dans plusieurs régions. Les trains de la Société nationale de chemin de fer SNCF sont mis en arrêt. Cette tempête venue de l'Atlantique n'est pas une première en France. Depuis le début des relevés en 1980, 365 tempêtes ont touché la France métropolitaine. La tempête Ciarán est exceptionnelle, mais ne constitue pas un événement météorologique inédit. D'après certains articles, elle ne peut pas être imputée au changement climatique. Et c'est ainsi que se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Très belle semaine à tous.